Il y a quelques années, j'ai risqué ma vie à refuser de la donner. Alors, j'ai décidé d'ajouter ma voix à toutes celles qui, comme moi, ont enfreint la loi au nom de la liberté de choix. Pour que le récit individuel serve le combat collectif. Cette histoire est notre histoire. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. Je fais partie des salopes qui l'ont fait. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. J'espère que ce genre de choses ne puisse plus se produire. Les femmes méritent mieux que ça. Il suffit d'écouter les femmes. C'est mon histoire, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans la vie des femmes quand même. Il suffit d'écouter les femmes. Un podcast original en 5 épisodes de Julie Ozou, produit par Lina, en partenariat avec France Télévisions. Deuxième épisode, Histoire de chambre. Mai 1969. Ça y est, j'ai une chambre pour moi toute seule depuis que Suzanne est partie pour ses études. Le rêve. Et en plus, on a échangé de pièces avec mes frères. Maintenant, je suis au rez-de-chaussée. L'avantage, c'est que par la fenêtre, je peux sortir en douce. On habitait dans pas une maison familiale, mais c'était une espèce de cour. Et il y avait quand même ma grand-mère et mon oncle qui habitaient aussi au même endroit où je me trouvais. Ce qui fait que dès que je rentrais par le couloir central, je me retrouvais mon oncle, avec ma grand-mère, avec ma mère. Surtout ma grand-mère, voilà, elle n'aurait pas aimé. J'ai de plus en plus de mal à supporter ma famille. Ma chambre devient mon lieu de repli et de libération intérieure. J'ai pas grand-chose, mais je m'y sens bien. À part cette tapisserie à grands médaillons de la même couleur que les meubles, évidemment. Je ne supporte plus le marron de cette maison. Dans ma chambre, il y a juste le blanc de ma table de nuit en marbre qui dénote. Alors, pour égayer la pièce, j'ai cousu des rideaux à fleurs orange. Et juste au-dessus de mon secrétaire, j'ai accroché des affiches de Jean-Paul Belmondo et de France Gall, à côté des quelques cartes postales de Mémé. Je crois que mon lit est mon lieu préféré en ce moment. J'y passe des heures entourée de musique et de livres. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce qui me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. À mon anniversaire, j'ai eu un tourne-disque rien qu'à moi. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, mais je n'ai le droit de l'utiliser que l'après-midi et à volume très bas. Moi qui n'aimais pas trop l'école jusqu'à présent, j'y vois maintenant le moyen de m'évader d'ici et de faire quelque chose que j'aime. Pour moi, je n'avais pas d'avenir. Angoulême, je n'avais pas d'avenir. Je voulais faire des études, je voulais bouger, je voulais voyager. Ah oui, je ne me voyais pas rester à la campagne, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais je pensais quand même à un avenir émancipateur où j'aurais le temps d'acheter des livres, de lire. J'ai longtemps eu 3 livres et je rêvais de bibliothèque avec 100 livres, 200 livres. Je voudrais faire du cinéma. Je sais que ce ne sera pas possible. Mais avec Alain, on se dit que l'année prochaine, on ira faire des études de lettres ensemble à Paris. Ah oui, Jean-Claude et moi, on s'est séparés l'année dernière. Juste après l'été et les événements. Eh bien écoutez Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et 3 fois les manifestants ont chargé les CRS, 3 fois les CRS ont reculé. Et maintenant... À ce moment-là, ce qui m'a surtout plu, c'est de ne pas aller au lycée. Mais ça m'a tout de même pas mal chamboulée. J'écoutais les actualités en même temps que les parents à la radio. En 1968, j'avais 14 ans. Donc je me souviens être allée avec mon frère aîné, donc qui avait 17-18 ans, à des manifs. Je me souviens être allée beaucoup au cinéma à ce moment-là. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Pour nous, c'était la liberté, il n'y avait plus d'école. Je n'ai participé à rien. Il faisait très beau. J'habitais en Bretagne, donc avec les copains, soit on manifestait, soit on allait à la plage. Et comme mon père était à la SNCF,
J'avais un carnet à souche rose qui me permettait, en tirant un ticket, de voyager gratuitement jusqu'à Paris, où j'allais lancer du pavé, bien entendu. Et ça, c'était génial. Et ça a été, pour moi, une ouverture absolument extraordinaire. C'était une période extraordinaire de liberté, de découverte, vraiment. Mais ça s'est très vite refermé. C'était quand même beaucoup les garçons qui profitaient, enfin, qui ont plus profité de cette libération que nous, parce que derrière tout ça, la contraception, tout ce qui était autour de la sexualité, c'était pas encore à l'ordre du jour, c'était pas encore un sujet. C'était pas encore un sujet. Il allait venir, mais ça l'était pas encore. Néanmoins, ça m'a permis de découvrir d'autres milieux sociaux que le mien, déjà. De découvrir aussi un peu ce que c'était que la sexualité, parce que je ne connaissais pas, et on n'en parlait pas à la maison du tout, bien entendu, surtout pas. Finalement, je crois que je n'étais pas vraiment amoureuse. Mais j'ai aimé découvrir avec lui son corps et mon corps. J'avais une copine, elle avait eu des rapports avec son petit copain. Oh, elle me dit, c'est Annie, c'est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé aussi, moi. J'ai pas eu de relation sexuelle avant mon mariage. Donc, quand on s'est mariés, je veux dire, on était aussi cucul l'un que l'autre. Donc, je vais dire, avant que je puisse être dépucelée, ça a mis une semaine. Il faut bien en rire, mais je veux dire, c'était... Puis c'était pas, comment dirais-je, c'était pas merveilleux. Hein. Je me suis dit, si c'est ça, on n'a pas la peine de se faire entendre. Si c'est ça, il vaut mieux voir autre chose. Hein. Enfin, ça a été la première pensée au niveau sexuel, véritablement, en me disant, mais bon, ça, c'est pas possible. Moi, je peux dire que j'ai eu mes 2 enfants sans plaisir. Je savais pas ce que c'était. Puis on était 2 gamins ensemble. Avec le recul, je me dis, on avait 17-18 ans, on était vraiment gamins. On connaissait rien, la vie. Ah oui, j'en avais rencontré un ici, oui. C'était pour la voiture. J'ai voulu coucher avec lui parce qu'il avait une Jaguar. J'avais 20 ans, j'étais pas loin des 21. Et puis après, je suis partie à Paris. Donc à Paris, alors là, on n'avait pas le sida, nous, hein, il n'y avait pas de problème. Hein. Donc on pouvait coucher avec tout le monde. Aux Champs-Élysées, on allait se promener, là, le premier qu'on rencontrait avec ma copine. Je couchais avec tout le monde. Moi, le jour où j'ai trouvé ça extraordinaire, oh là là, alors là, il n'y avait plus de limite. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Ouais, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Avec Alain, c'est différent. Il me fait découvrir le rock'n'roll. On s'assoit sur mon lit et on écoute Janis Joplin, Jimi Hendrix et The Moody Blues. Le jour où j'aurai une chambre à moi, je peindrai en noir sur un mur blanc le visage du batteur. Il y a un mois, mon père, excédé par cette musique à laquelle il ne comprend rien, est rentré violemment dans ma chambre et a jeté mon tourne-disque par la fenêtre. Il déteste toutes ces musiques de sauvage, comme il dit. Je me suis effondrée, en larmes. Heureusement, il a loupé son coup, et j'ai pu le réparer avec mon frère, et continuer à chanter en boucle mon désarroi. J'ai reçu de Monsieur le Premier ministre la lettre suivante. Paris, le 28 avril 1969.
je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, signé Charles de Gaulle. De Gaulle vient enfin de démissionner, au grand désespoir de papa. Bien fait pour lui. C'est Pompidou qui l'a remplacé. Je sais pas si on y gagne. Maman croit en François Mitterrand. Il semblerait plus soucieux des femmes. Va-t-on continuer de traiter les femmes qui décident d'orienter elles-mêmes le sort de leur famille comme des criminels? Or, il existe une loi de 1920 qui les frappe, de prison ou d'amende, si elles estiment devoir elles-mêmes décider de leur destin et du destin de leur foyer. On dit généralement, il faut donner le droit à la femme de ne pas avoir d'enfants. Je dis, il faut donner le droit à la femme d'en avoir. Et pour cela, lui faire confiance. Il faudra peut-être couper là et interrompre tout à l'heure d'ailleurs la question, parce que j'en ai dit assez. Avec Alain, on n'a pas l'occasion de se voir très souvent. Mais quand il vient, il frappe 3 petits coups au carreau. Il descend en marchant sur mon coffre en rotin et se glisse sous mon édredon. On essaie de bien respecter mes cycles. On n'avait pas de contraception, puisque la pilule n'existait pas. Donc c'était, au petit bonheur la chance. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait le retrait peut-être? Non, même pas. Rien. Rien du tout. Eh bien, la seule chose que j'utilisais, c'est que je faisais attention aux périodes où j'étais fertile. Donc, entre le 12e jour et le 17e jour, je ne faisais pas l'amour. Abstinence. Voilà, c'était le seul moyen que j'utilisais pour éviter une grossesse. Les copines à l'école, c'est à moi qu'elles avaient confié le petit calendrier. Je suis encore en 3e, donc c'est interdit par les directrices, là, c'est terrible. Et un jour, il y a fouille dans les casiers. Si elles trouvent dans nos affaires ce document infâme, on est fichu, quoi. Je suis virée. C'était pas tolérable. Je ne sais pas comment je l'avais caché. Elles ne l'ont pas vu. Mais j'avais enregistré les jours, les fièvres, les je ne sais quoi. Franchement, ce sont des méthodes de voleurs, quoi. C'est ça aussi, de se resituer dans ce temps-là. Il n'y a pas de vraie contraception. On se débrouille aussi. On se débrouille. Méthode Ogino, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas empêché, d'ailleurs on disait des bébés Ogino. C'était une belle rigolade, Ogino. C'était un calendrier, mais ça ne fonctionnait pas du tout, cette histoire-là. Il y en a eu des bébés Ogino. Et on pouvait avoir une contraception qu'avec l'autorisation des parents. Donc chez moi, c'était pas possible du tout. Après, il restait la capote. Et la capote, c'est vrai qu'à cette époque-là, les hommes l'utilisaient pas. L'utilisaient pas, même pour des motifs comme ça, parce qu'elle avait une mauvaise réputation. C'était vraiment ce qui était réservé aux putains. Même celles qui étaient mariées, etc., les préservatifs, c'était honteux. Ah, voilà. Il allait acheter des préservatifs, alors à la pharmacie, il écrivait préservatif sur un papier, il donnait le papier au pharmacien, et le pharmacien lui rapportait un paquet fermé. C'est pas du tout étonnant que vous n'ayez pas trouvé le mot de contraception dans les dictionnaires, tout ce qui est plus contrôlé et officiel de notre belle langue française, pour la bonne raison que le mot même était pratiquement interdit par la loi de 1920, et il a fallu attendre l'abrogation de la loi de 1920 pour pouvoir aborder publiquement les problèmes traitant de la contraception. La loi de 1920 était une loi qui avait été faite à l'époque pour essayer de réparer les drames provoqués par la guerre de 14-18. Et les législateurs de l'époque ont été persuadés qu'en interdisant la contraception, en interdisant les avortements, ils souhaitaient pouvoir permettre une reprise de notre courbe démographique qui était à ce moment-là au plus bas. J'ai plusieurs copines qui comprennent pas qu'on puisse avoir des rapports. Et c'est pour ça que je disais non, parce que moi j'avais peur, je savais pas. Lui, il me harcelait, mais moi je savais pas ce que c'était. Je ne savais pas. Puis j'avais toujours dans la tête, mais si je lui cède, il faudra que ce soit mon mari, parce qu'après je pourrais plus me marier. Enfin, je pensais qu'on pouvait plus se marier, quoi. Parce que mes parents nous élevaient quand même dans certaines rigidités là-dessus. Moi, j'avais toujours très peur, puisque j'ai été élevée dans la peur avec ma mère. Cependant, j'avais aussi une espèce de respect mal placé.
et d'instinct de dominer par rapport au dominant, c'est-à-dire le mâle dominant, puisque j'étais d'une famille où les mâles avaient beaucoup plus de poids que les femmes ou les filles. Autrement dit, je me laissais faire. En gros, c'était ça. Et il y a Françoise qui a dû quitter le lycée le mois dernier. J'ai pas bien compris où elle allait. C'est pas possible parce que le quartier ne vous l'autorise pas, le lycée ne vous l'autorise pas, rien ne vous y autorise, vos parents, rien. C'est impossible. Donc déjà, avant même de commencer, tout le monde savait qu'il fallait pas tomber enceinte. Au lycée, on savait que c'était interdit. Mais bon, moi je fais attention et il n'y a pas de problème. Au départ, comme tout jeune, on est insouciant. Ça ne peut arriver qu'aux autres, évidemment. Ça, c'est pas un sujet auquel vous pensez au départ. J'étais vraiment inconsciente. Je découvrais tout avec lui. Le seul souvenir que j'en ai, c'est que je lui faisais complètement confiance sur le fait de ne pas risquer d'être enceinte. Parce que c'est vrai que le risque de grossesse était présent dans toutes les relations de flirt qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Je pense que, en tant que femme, nous, on craignait ça, quoi. Enfin, je croyais. Et malheureusement, ce qui est arrivé devait arriver. Mais je savais que je prenais ce risque. Bien sûr que je savais. C'était devant moi. J'étais pas encore... Tant que j'étais pas enceinte, et le jour où je suis tombée enceinte, alors là, c'était une autre affaire. Là, la réalité m'a rattrapée. C'est la catastrophe. C'est le chaos total. Et je n'ai pas eu mes règles tous les mois, comme ma mère m'avait dit. Et j'ai commencé à être un peu malade. Et là, je me suis dit que j'étais dans de mauvais draps, vraiment. Et quand je suis revenue chez mes parents, j'ai évidemment caché tout ça à ma mère. Ce soir, j'ai encore vérifié, en mettant ma robe de nuit. Toujours rien. Comme tous les soirs, je me couche inquiète. Ça fait 7 semaines que je les ai pas eus, et mes seins sont particulièrement douloureux. Je me suis décidée à aller voir un médecin. Il m'a félicitée pour cet heureux événement. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je regrette, madame. Je ne peux absolument rien pour vous. En France, la loi ne prévoit l'interruption de la grossesse que si la vie de la mère est directement en danger du fait de la prolongation de la grossesse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas solliciter en France une interruption de grossesse si vous êtes atteinte d'une maladie qui met en jeu votre vie, comme un cancer ou une leucémie. En France, il est impossible de prendre en considération les circonstances psychologiques, morales, matérielles, ce qui fait que les indications à l'avortement sont rarissimes et que, malgré toutes les sollicitations que nous avons, il nous est absolument impossible d'obtenir des interruptions de grossesse. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis anéantie. C'est comme si tout s'était arrêté autour de moi. Qu'est-ce que je suis idiote. Quand je suis tombée enceinte, mon Dieu, quelle misère. Oh maman, qu'est-ce qu'elle a respecté. Elle m'a traité de salope. Elle dit, tu vas voir ton père. Alors quand papa est arrivé, il dit, ça fait rien, on va les marier. On a été obligés de se marier. C'est que la directrice du collège de Murat m'a fait appeler un jour et me dit, nous avons reçu votre déclaration de grossesse et nous allons devoir nous passer de vos services. Il n'y a pas de fille-mère dans l'éducation nationale. Ma meilleure amie, elle s'est retrouvée enceinte, elle s'est mariée avec le bonhomme. Et oui, puis elle a été malheureuse toute sa vie. Je veux pas me marier. Et de toute façon, j'en veux pas de cet enfant. Je veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant qui pleure ou qui babille et dont on sera fier quand il fasse souffrir les filles. Je ne veux pas d'enfant pour réussir mes rêves, les rêves des parents qui s'étiolent et qui crèvent. Hors de question que j'ai un enfant à cette période-là, et ça je l'aurais absolument pas supporté. Je n'imaginais pas du tout une vie familiale. Je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas avoir d'enfant. Ça, c'était clair. Non.
Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Et ça finit finalement par ce mot, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Jamais, jamais, jamais. Certainement pas. Comment voulez-vous, à 19 ans, quand vous êtes complètement ignorante de tout, avoir pensé garder une grossesse et puis... non, pas du tout. C'était quelque chose qui était en dehors de moi, en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible. Mais aucune réflexion intellectuelle, hein. Vraiment un rejet physique, quoi. Un rejet, je voulais pas. Je voulais pas avoir d'enfant, tout simplement, quoi. Je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? Ah, j'en voulais pas du tout. Ah non, je voyais pas les choses comme ça, moi. Moi, j'avais pas envie d'avoir d'enfant, et puis c'est tout. Je ne veux pas d'enfants pour la paix des ménages, petit témoin tremblant des couples en naufrage. Je pleure toutes les nuits sous mes draps, pour ne pas faire de bruit. Et je n'arrive plus à avaler quoi que ce soit. Maman commence à me poser des questions, ce qui empire les choses. Alors je me réfugie encore plus dans ma chambre. Je sais pas comment l'annoncer à Alain, et je peux en parler à personne d'autre. Je sais que c'est interdit et dangereux. Moi, dans ma génération, ça se parlait pas. Parce que d'abord, c'était dangereux et de le faire, et puis c'était dangereux au niveau de la loi. C'était clandestin, c'était interdit. C'est ça, c'est cette interdiction qui fait qu'on ne parlait... Enfin, moi, personnellement, je jamais eu de copine qui m'ait dit qu'elles avaient avorté. Hein. Même aux actualités, ils l'ont dit. La loi française est très précise. L'article 317 du Code pénal prévoit des peines de 1 à 10 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 72 000 francs. Germaine Barjot. Dimanche dernier, Alain s'est assis sur le lit. Je suis restée debout face à lui. Et je lui ai dit... Je suis enceinte. À cette époque-là, on nous mettait tout sur le dos à nous, les femmes, alors que certains garçons avaient des vraies responsabilités. Vous aviez ceux qui respectaient la femme et qui essayaient de ne pas mettre la fille enceinte, puis il y en avait qui s'en foutaient, mais complètement. Hein. Et ils ont abusé de leur pouvoir d'homme parce qu'ils n'étaient pas concernés. Hein. Une fois qu'on avait mis une fille enceinte et qu'on avait eu son bon plaisir, eh ben on l'a laissée dans sa détresse toute seule. Des filles mères, il y en avait... pas mal. Et on n'avait pas de soutien. Ah non, j'avais rien dit. C'était pas tellement sûr, cette fréquentation, alors j'avais tellement entendu de choses sur lui, que c'était un cavaleur, tout ça. Bon, un beau mec, mais bien sûr, mais cavaleur. Bon, je me suis dit, c'était pas le moment. Ce garçon m'a pas du tout soutenu, ni épaulé, ni rien. M'a laissé complètement tomber et me débrouiller toute seule. Il m'avait dit, écoute, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et j'étais fautive. Et là, j'ai hurlé. J'ai dit, t'es qu'une enflure, quoi, en clair. Il s'est levé d'un coup et il a bafouillé. On va trouver une solution. Une solution? Mais quelle solution? Il n'y a pas de solution. Cher professeur, je viens de recevoir votre lettre et ceci vient de me désespérer à fond. Vous savez que je suis prête à faire n'importe quoi. Il doit bien y avoir une solution pour causer un avortement. Je sais que je ne devrais pas vous demander cela, puisque en France, c'est toujours défendu. Mais je vous en supplie, j'aime mieux mourir. Si vous saviez ce que peut être ma vie, faites-moi partir cela ou dites-moi ce que je dois faire. Je vous fais entière confiance. Si vous voulez que je vienne, je suis prête à me faire opérer. Enlevez-moi tout, que je sois tranquille à jamais. Docteur, c'est une désespérée qui vous écrit. Si vous saviez dans quel état votre lettre m'a mise, moi qui espérais tant de... Voilà, la lettre qui, je crois, nous montre assez bien la question et bien entendu, je n'ai rien pu faire pour cette pauvre femme qui était une mère de 6 enfants. Je regarde mes dossiers. Le père était alcoolique, la famille vivait dans 2 pièces dans des conditions très misérables. La vie était tout à fait infernale et cette femme s'est suicidée. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle m'a fait escorte et elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue,
elle est là, la solitude, la solitude. C'est pas possible. Alain a raison, il faut qu'on trouve un moyen. Avant que je ne tombe enceinte, moi, j'ai une amie qui venait de tomber elle aussi enceinte et qui a tout essayé. Les trucs de perlimpinpin, là, de charlatan, broyer du radis ou de je ne sais quoi, des lavements, tout ce qu'on voudra, et voilà. Il faut mettre les pieds dans la moutarde avec je sais pas trop quoi comme herbe, ça attire le sang aux pieds. Comme il y en a qui se mettaient des aiguilles, il y en a qui se faisaient avec des queues de persil ou des choses comme ça, quoi. Et le voisin qui vendait ses légumes, lui, il avait une belle rangée de persil. Puis un jour, il me voit en train de tripoter le persil et il me dit « Mais t'as encore une indigestion, toi ?» Je lui dis « Bah oui, c'est un peu ça. » Mais il y a cette expérience que j'entendais dans les veillées le soir, parfois, des indices qui me conduisaient à penser qu'avorter, c'était peut-être pas si difficile si on sautait d'un escalier, si on lâchait les freins de son vélo, si on absorbait cette plante, la rue, R-U-E, plante de parterre qu'il y avait dans toutes les fermes, toutes les maisons. Chez ma nourrice, il y en avait. C'est une plante abortive. Et un jour, ma mère me dit, je suis très jeune, j'ai peut-être 12 ans, elle m'a dit, oh, mais tu sais, hein, il n'y a rien de tel que de descendre brutalement d'une charrette de foin. Ah. Et là, c'est un indice pour moi de l'idée que ce qui est dans votre corps peut se décrocher par un saut dans le vide, quoi. J'ai d'abord essayé physiquement. Donc, comme j'étais sportive, je courais beaucoup, j'allais à la piscine, je sautais du plongeoir de 8 mètres. Je faisais tout pour essayer de m'en débarrasser physiquement. Je pensais que ça aurait été possible avec beaucoup d'activité physique. Échec total. Il paraît qu'il y a une dame qui travaille à Marie-Claire, qui a écrit un livre avec des femmes qui l'ont fait. À Marie-Claire, un jour j'ai eu le culot sur une page imprimée en très gros de leur dire « Vous m'avez confié certaines de vos expériences d'avortement clandestin, je vous demande de me dire tout ce que vous pouvez me dire sur cette question-là. » Le résultat a été environ 600 lettres que j'ai reçues, absolument dramatiques, sur toutes les horreurs qu'est l'avortement clandestin, dont on n'a aucune espèce de notion du point de vue de la proportion, étant donné qu'il est clandestin. Bien entendu. Alors comment voulez-vous qu'on sache les quantités de femmes qui se livrent à cet exercice? On ne peut pas savoir. J'en ai fait un bouquin qui a été refusé d'abord par mon éditeur habituel, parce que nous pouvions tous aller en prison. Ce livre est sorti en 62, et quand il est paru, il est tombé dans un trou noir. Personne n'a osé en parler. Il y a une chose qu'on escamote constamment, c'est qu'on ne parle jamais de la responsabilité de l'homme. Et dans la question d'avortement, la responsabilité de l'homme est transcendante. Ça, je l'ai vu à travers toutes ces lettres. Il y en a une qui me disait, entre autres, il y a des années que je me décroche ça tous les mois avec la tringle à rideau. J'ai pas le choix. Il faut qu'on trouve quelqu'un. Quelqu'un qui puisse m'enlever ça. Avec mon copain de l'époque, eh bien, on a essayé de trouver une solution. Enfin, c'est lui qui a trouvé une solution, puisque je ne savais pas qu'il y avait une solution. Ou, enfin, en tous les cas, qu'existait quelque chose. Et il a trouvé avec un de ses amis qui habitait à Paris une possibilité de faire passer ma grossesse, en fait. Et pendant ce temps-là, quand même, et ça, je me rends compte de la chance que j'ai eue, c'est que Mick m'a pas abandonnée. Il avait une chambre rue Bayard à Toulouse, qui était un quartier de prostitution, et il fréquentait un café où il y avait souvent des prostituées qui venaient. Et c'est par cet intermédiaire-là, en discutant avec des prostituées, qu'il a obtenu l'adresse et les coordonnées d'une faiseuse d'ange. Malgré les interdictions, on a réussi à avoir quelques informations au lycée.
Et par l'intermédiaire d'une voisine, Alain trouvait une adresse. Mais c'est terriblement cher. Je vais devoir mettre toutes mes économies que je cache dans le tiroir de mon secrétaire. J'espère qu'Alain va m'aider aussi. Nous avons peu de temps pour rassembler l'argent. On a donné de l'argent, oui, en espèces, à la faiseuse d'ange, bien sûr. Tout était monnayé. Hein. C'est la dame que je vais rencontrer qui me dit 400 francs. 400 francs, c'est ce que je gagne, moi, un bon mois, quand j'ai assez de remplacement, mais c'est 400 francs, en liquide. Mais c'était énorme, pour moi c'était énorme. Je n'avais pas d'argent de poche, je ne travaillais pas encore, je n'avais que 19 ans. Comment j'allais faire? Et mes copines, comme moi, elles n'avaient pas d'argent, je ne pouvais pas emprunter d'argent. Enfin, j'étais de tous les côtés, il n'y avait pas de solution, c'était terrible. Je gagnais ma vie quand même, j'avais un petit peu d'avance. Et puis, avec des copains, on a réussi. Oui, c'était quand même assez conséquent. Mais ça n'avait rien à voir avec les 6 000 francs qu'il fallait avoir pour aller en Suisse, par exemple. Parce que de Toulouse, les gens, les femmes qui avaient les moyens allaient en Suisse, où l'avortement était autorisé. Mais 800 francs, 6 000 francs, il n'y avait pas de... Donc les 800 francs, on est arrivé à les avoir, quoi. Parce que dans une semaine, j'ai rendez-vous chez une dame. Dans sa cuisine. Je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas normal. J'ai déserté les rangs du troupeau génital. C'est comme si j'étais nègre, gauchiste ou non violent. Enfin de cette pègre qui fait peur aux parents. Je ne veux pas d'enfant, je gueule à la face de ce monde des grands assassins et rapaces. Pour l'enfant, pour vos guerres, vous les ferez sans lui. Dans le sein de sa mère, il objecte sa vie. Dans le sein de sa mère, il objecte sa vie. Il suffit d'écouter Les Femmes, un podcast original de Julie Ozou, produit par Lina, en partenariat avec France Télévisions. Réalisation Guillaume Solignat, mixage Guillaume Solignat, Grégory Chopard, documentaliste Elsa Duhail, Madeleine Orva, direction de production Claire Mainfroy, assistante de production Anaëlle Mekiès, chef de projet Laetitia Fourmont, responsable éditorial Zoé Macheret, un podcast Tina.